Moi, j'avais un grand-père, quand il arrivait au bureau, dès qu'il voyait un de ses collaborateurs, il dit « Petit, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je fais la comptabilité. » Il dit « La comptabilité chez l'affaire. Va dehors me trouver une affaire. » Il faut te dire que ça va être une très bonne période pour ceux qui ont envie de vraiment travailler. C'est-à-dire aller sur le terrain, multiplier les contacts, le réseau, les agences immobilières, les notaires. Et le principe, c'est il faut être 20 heures sur 24 dehors. Il faut pas être tellement au bureau, il vaut mieux aller chercher des affaires, mais ça nécessite de comprendre son marché, même savoir ce qu'a fait ton concurrent. Faut pas se dire mince, j'ai raté une affaire, mon concurrent il a eu. Au contraire, combien il a payé, pourquoi elle s'est rentable, pourquoi il a eu son financement. Et donc la prochaine affaire, tu sauras exactement jusqu'à où tu peux aller pour que ce soit bien. Beaucoup d'opportunités, elles seront pas toutes bonnes, mais à un moment donné, vous tomberez sur celui qui doit vendre. Mais il y a des techniques très simples. Est-ce que vous songez parler au concierge de tous les immeubles possibles et imaginables? Rentrer dans un immeuble. Je sais qu'il y en a plein qui ne le font pas et c'est des choses qui marchent. Mais tu rentres dans un immeuble, tu demandes à la concierge, ah, l'appartement qui est à vendre m'intéresse. Tu dis, ah oui, celui du 4e étage, et voilà, t'as une chance de faire une affaire pour le 4e étage de l'appartement. Ah, mais les taux sont trop hauts. Mais c'est des gens il y a 5 ans qui disaient, mais le prix de l'immobilier est trop haut. Mais celui qui se dit ça, il n'était pas fait pour faire des affaires immobilières. Donc, faut être débrouillard au début, rien n'est acquis, t'as des taux qui sont élevés, débrouille-toi, fais tes preuves à la banque, commence par une petite affaire, une affaire à l'échelle de ce que tu peux faire, et ben la deuxième peut viser beaucoup mieux, beaucoup plus grand et plus rentable. Mon grand-père, il disait, il y a 3 besoins. Tu auras toujours se loger, se nourrir et se vêtir. Si tu connais un de ces métiers, bah, tu sauras le faire ailleurs, en tout cycle. Très cher investisseur, je te souhaite la bienvenue dans cette Actu by CW du mois de novembre avec notre invité du jour, Thierry. Bonjour Christopher. Alors Thierry dirige une foncière familiale, donc il réalise plusieurs opérations, des opérations locatives, des opérations de marchand de biens, de promotion, bref, beaucoup de choses. Donc très intéressant de l'avoir aujourd'hui puisqu'il va nous donner sa vision du marché en tant que marchand de biens promoteur pour cette année et l'année suivante et beaucoup d'autres questions qui tournent autour de l'actualité et de ses activités. Thierry, si on devait faire un récap de cette année, on est aujourd'hui au mois de novembre, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Comment tu as vécu cette année du point de vue de tes activités? Ça a été marqué par beaucoup de choses, mais je crois que un des points fondamentaux de ce qui s'est passé, c'est la continuité en un an des taux d'intérêt qui sont devenus, qui ont fait x3 ou x4, donc en fait qui ont mis l'activité donc du logement. Nous on a une activité dans le logement et l'immobilier commercial. Dans le logement, les prix ont baissé, mais c'est surtout ce qui a été fondamental, c'est le nombre de transactions qui s'est contracté. Et on est passé d'un cycle, on faisait 1, 2, 1, 3, on va dire 1,3 million de transactions à peut-être 800 000. Et donc c'est vraiment, pour l'instant, il y a des gagnants, des perdants, enfin chaque ville a eu des réactions de marché un peu différentes, mais globalement on est quand même dans une baisse légère mais réelle. Et dans l'immobilier commercial, à part les archi-centre-villes, dans Paris, au contraire, ça a très bien tenu dans Paris intramuros. Et on a encore des transactions qui peuvent se faire aussi bien à la location qu'à la vente. Par contre, dès qu'on est un peu en dehors, les quartiers d'affaires ou les quartiers type la Défense, à côté de la Défense, Saint-Denis, Saint-Ouen ou en périphérie des grandes métropoles régionales, le marché s'est écroulé et d'un point de vue locatif et d'un point de vue de l'investissement. Mais c'est à moins 30, moins 40%. Toi, tu es présent où? Paris, Paris-Banlieue, Strasbourg aussi? Notre siège historique, là où a commencé mon grand-père, c'était à Strasbourg, donc notre siège, nos activités est là-bas. Après, on a le gros de notre activité, je dirais 75% de notre activité est à Paris, un peu en périphérie, mais c'est surtout dans des villes ouest parisiennes. Après, on est encore actif sur la Côte d'Azur, historiquement on a fait pas mal d'opérations, Lyon et quelques grandes métropoles. Après, on fait beaucoup de locaux d'activité et de logistique, et là on intervient dans toutes les villes de 200 à partir de 250 000 habitants, on peut intervenir. On a fait des opérations à Caen, on a fait à Rouen, à Reims. Ça, c'était l'année dernière. Donc, il y a des... Par exemple, l'immobilier d'entrepôt, c'est plutôt bien tenu. Ok, l'immobilier d'entrepôt, j'ai vu une étude l'année dernière, c'est les meilleurs rendements sur les 10 dernières années, toutes classes d'actifs confondues. Alors, on a eu un problème, c'est que c'est un marché où il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels. Donc, en fait, ces investisseurs ont acheté à un moment donné à 3,5-4% des opérations. Or, ces investisseurs ont l'opportunité d'investir avec des meilleurs rendements sur d'autres secteurs que l'immobilier, avec moins de risques. Donc, ils se sont soit détournés, soit ils ont demandé des 5-6% de rendement. Ça a pu mettre en péril certaines opérations. Mais la demande locative est extrêmement importante. Réindustrialisation de la France et e-commerce. Et la non-artificialisation des sols. Donc, on ne peut plus bâtir sur des terrains où il n'y a pas d'immobilier. Donc, ça se raréfie. Et donc, les valeurs sont maintenues, voire elles peuvent augmenter. Donc, toi qui étais équilibré, parce que vous faites du résidentiel, du commercial, de l'entrepôt, toi qui étais équilibré, le résidentiel, tu as senti donc une baisse de transactions? Énorme. Possible, mais ça s'est rééquilibré quelque part, enfin plus ou moins, je ne sais pas si toi qui vas me le dire. Moi, si tu me demandes dans l'année qu'est-ce qui s'est passé, on a réussi à vendre, il y a 5-6 mois, un immeuble pas très loin de là où est le studio, à côté des Champs-Élysées,
un immeuble qui était loué à Christian Dior, on a réussi à le 5000 m², donc très grosse opération, on a réussi à le vendre à une caisse, la caisse du personnel navigant, puisque c'était un immeuble, il était réhabilité complètement, c'était quasiment un immeuble neuf, un bail de 9 ans ferme, 10 ans ferme avec le groupe LVMH, on a trouvé acheteur. Et on a trouvé un locataire sans trop de problèmes, parce qu'il y avait très peu d'immeubles à louer quand on a voulu louer et à vendre quand on a voulu vendre. Tu aurais fait le même à la Défense, j'étais dans une très mauvaise posture. Le logement, je dois avoir à date, on va dire d'aujourd'hui, 50 appartements à vendre dans Paris, ou 60. J'ai des quartiers, ça se vend encore à peu près dans le 15e. J'ai baissé les prix de 10%, j'arrive à peu près à vendre. Dans le 19e, très difficile. Et dans le 11e, c'est même plus une histoire de prix, parce que les étages hauts, je les ai vendus, et à partir du premier au troisième étage, j'ai pas d'acheteur pour le moment. Et c'est pas qu'une histoire, même avec une décote, c'est que pour l'instant, les gens, déjà, il y a un immobilier bashing. Donc tu lis le journal, tu regardes des vidéos, les gens disent tout et leur contraire, il y a moins de transactions. Les crédits sont beaucoup plus difficiles à être obtenus, ce qui est quand même un peu le nerf de la guerre. Donc tu as même des bons profils qui n'ont pas de crédit. Tu as des gens qui ne sont pas clairs sur ce qu'ils veulent faire. Donc en ce moment, il y a un immobilier bashing important, que ça fait peur aux gens. Et donc les effets cumulés, tu as la hausse des taux d'intérêt, tu as les problématiques énergétiques que tout le monde n'a pas forcément encore bien intégré, compris, les banques s'en mêlent. On entend, il y a des prestataires qui sont très bons et qui sont très mauvais, c'est quand même assez balbutiant, donc problématique. Et tu as des changements de consommation finalement de l'immobilier depuis le Covid. Donc depuis le Covid, il y a plus de télétravail, même si en France, les gens retournent plus au bureau par exemple qu'aux États-Unis, mais les gens ont tendance à travailler le lundi, le vendredi de chez eux. Il y a aussi la problématique de ce qu'on appelle les off-site. Il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant, comme elles veulent regrouper les entreprises, ils vont à 1 heure de Paris, par exemple, pour se retrouver une fois par mois. Et donc, il y a une mouvance des bureaux centrales. Tout le monde va dans le centre de Paris. Il ne veut plus être éloigné. Les grands campus qu'on avait à Montrouge, par exemple, ou qu'il pouvait y avoir à une demi-heure de toutes les grandes métropoles régionales, c'est un peu fini, puisque les gens veulent moins de mètres carrés, mais dans Paris. Et donc, aussi, les gens veulent habiter plus proche de là où ils habitent. Et il y a aussi un mouvement de consommation. Les gens veulent venir à leur bureau en vélo, les mobilités douces, les tramways quand il y en a, les métros à Paris. Et ça, c'est une tendance fondamentale qui est en train de transformer pas mal les prix de l'immobilier. C'est marrant parce qu'après le Covid, on se serait dit tout le monde va quitter la ville, tout le monde va vouloir de la campagne, de la mer. Et finalement, j'ai l'impression que ça a eu même l'effet inverse, c'est que les gens se sont dit ok, quitte à rester chez nous, ok, on va améliorer notre chez nous. Donc c'est ce qu'on dit, à échanger des mètres d'immobilier commercial pour des mètres d'immobilier résidentiel. C'est pour ça que l'immobilier résidentiel tient plutôt bien. Et finalement, on se sont dit, quitte à tout faire à vélo, à rester proche des commodités, je préfère du centre-ville. Le critère principal, parce que aujourd'hui, on est foncière, promoteur, rénovateur, tout ce que tu veux. Au fond, on est agent immobilier. Enfin, même si notre source de revenu principale n'est pas les transactions, on est finalement là pour vendre de l'immobilier. En fait, le critère d'une FEMI, c'est les écoles, qui est numéro 1. Ça, ils veulent la meilleure école possible, ou place de crèche, ou tout autour de ça. Après, bassin d'emploi, activités culturelles, loisirs, restaurants, etc. Mais au final, les grands gagnants, c'est les grandes métropoles en termes de demande. Après, on pourra parler de la problème de louer un logement. Ça, c'est un désastre. Et on pourra l'expliquer pourquoi, du comment. Mais les grandes métropoles sont gagnantes et les villes moyennes ou petites villes qui n'ont pas de dynamique, qui n'ont pas une bonne démographie, c'est la catastrophe. Parce qu'il n'y a plus d'emplois, plus d'attractivité. Les écoles sont considérées parfois comme pas bonnes et plus personne veut habiter là-bas ou investir là-bas. Donc tu as plein de villes en difficulté où les prix de l'immobilier ne vont certainement pas rebondir demain matin. Il faudrait que les gens aient envie de réhabiter là-bas. Et par contre, tout le monde va aller au même endroit. Donc tout le monde va aller au centre-ville de Paris, tout le monde va au centre-ville de Bordeaux, tout le monde va aller sur la Côte d'Azur. Donc il y a des vrais changements et tu as une France un peu à deux vitesses. Et d'un autre côté, il n'y a pas assez de place pour loger tout le monde au même endroit. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de créer des logements, mais on n'en crée plus assez. Alors ça, c'est un grand problème parce que c'est comme les entrepôts, ce qu'on parlait, les mairies ne veulent plus de construction là où il n'y a pas de terrain. Il y a un mouvement actuel de beaucoup de grandes villes qui sont orientées sur l'écologie. Mais je crois qu'on a tous envie que le climat aille mieux. Donc c'est pas un problème politique, mais c'est dans les villes où il y a une orientation, où on décide que l'écologie passe avant le mal logement. Bon, je ne sais pas qui peut prendre cette décision, mais dans certaines villes, c'est pas qu'ils veulent pas, mais ils pensent que c'est pas le moment. Ils repoussent le problème à plus tard. On construit pas beaucoup, on rénove pas beaucoup. On a le risque qu'il y a beaucoup d'appartements qui ne pourront plus être loués avec les problématiques de DPE, ce qu'on entend, les performances énergétiques. Et en même temps, tu as une demande partout au même endroit.
Donc aujourd'hui, à Paris, tu mets un 2 pièces au prix de marché, et c'est encadré, donc tu mets au prix de marché un appartement en bon état de 2 pièces, tu auras 100 demandes le premier jour. 100 demandes le premier jour. C'est du jamais vu, et comme on construit toujours pas beaucoup, pour l'instant, on va dans le mur, et le problème social qui peut être lié à une crise du logement, il est dingue. Et les autorités mettent un peu de temps à réagir. Comment tu as vécu, toi, ce changement début d'année? C'est-à-dire que là, on a eu, comme tu dis, beaucoup de changements de paradigme. Comment, en tant que marchand, promoteur, on réadapte sa stratégie? Quelle était ta stratégie de l'année? Alors moi, c'est simple. En mars 2022, j'étais au MIPIM, donc le grand salon international de l'immobilier où beaucoup de gros acteurs se retrouvent. Donc tout le monde était en panique. Et surtout, on voyait surtout le problème des taux d'intérêt qui obsédaient tout le monde. Et à peu près en même temps, je vendais un portefeuille d'entrepôt à un investisseur étranger, une société foncière basée en Angleterre. Et la personne à qui je signais, qui était un Français, me dit « Mais tu te rends compte que ce que je t'achète, je l'achète au taux de rendement qui va être l'équivalent de mon taux d'intérêt. Donc en fait, je fais une mauvaise affaire. Je t'achète à 4,5 ou genre 4,75 et je vais emprunter à ce prix-là. » Je disais « Non, mais attends, pas du tout. » Bon, moi, je prenais mon bénéfice. Donc j'ai essayé de me rassurer. C'était un peu le Covid qui se passe en Italie, qui arrive, tu crois qu'il ne va pas arriver en France. Arrivé au bureau, donc mars 2022, réunion générale, et on s'est dit tout ce qu'on peut vendre, qu'on avait prévu de vendre, on va accélérer. Si on doit vendre un peu moins cher, on va faire moins cher. Les chantiers qu'on a, on accélère aussi pour livrer, pour vendre. Et donc, ouais, j'ai vendu beaucoup d'appartements, j'ai vendu des gros immeubles de bureaux, j'ai vendu des portefeuilles de logistique. On a monté des fonds. Donc on s'est allié avec des fonds d'investissement pour avoir justement des ressources importantes pour la période qui arrive. Et moi, je pense que pour des opérateurs agiles qui ont les moyens de faire, ça va plutôt être une bonne période. Donc nous, ça a été hyper actif, en mode on s'organise. Après, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, hein, malheureusement. Quand tu parles de réactivité, vous êtes combien à travailler dans votre boîte et votre chiffre d'affaires annuel pour que des opérateurs puissent se reconnaître? La chance qu'on a dans l'immobilier, j'étais bien placé pour le savoir, on n'a pas besoin d'être très nombreux pour faire des chiffres d'affaires importants, des volumes importants. Et moi, j'ai été élevé par un père et un grand-père, entrepreneurs dans l'immobilier, qui étaient assez obsédés le 1er janvier par ça, ce que l'année allait leur coûter. Il fallait surtout, le modèle de mon père, il avait une activité d'agence immobilière, mais il faisait le gros de son bénéfice dans les opérations de marchand de meubles. Mais le 1er janvier, il me dit il faut que l'agence immobilière me couvre les frais de toutes mes structures. Et moi, je dis mais pourquoi il réfléchit comme ça? Mais en fait, je crois qu'il avait raison. Et aujourd'hui, bon, on est un peu plus nombreux, mais on n'est pas très nombreux. On est une quinzaine de collaborateurs entre Strasbourg et Paris. Et on arrive à faire des chiffres d'affaires assez importants. Alors, le chiffre d'affaires, pour moi, c'est pas une référence, mais on a dû faire l'année dernière 150 millions d'acquisitions, une centaine de millions de ventes d'immeubles. Entre nous et nos partenaires, c'est à peu près le type de volume. Et pourtant, on est une petite équipe, plus on a toute la gestion de notre patrimoine immobilier. Ok. Donc, tu as réagi assez vite, donc tu t'es dit, on va vendre. En même temps, tu parlais de la tension locative, elle est extrêmement forte aujourd'hui parce que les taux montent, les gens accèdent moins au crédit, parce que toutes les raisons que tu as évoquées, les DPE, artificialisation des sols, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dirais, nouvelle stratégie pour cette année, un peu moins d'achat-revente pour le moment, plus de locatifs, on profite de cette demande? Alors non, parce que moi je suis surtout opérateur dans les grandes villes qui sont souvent, par exemple, prenons Paris, là où j'interviens le plus, on a des loyers qui sont encadrés. Donc je ne peux pas réellement tirer profit de la demande, plus ce serait très mal vu, comment, je ne suis pas marchand de sommeil, donc je ne vise pas à avoir des loyers incohérents par rapport à ce que je loue. J'essaie d'avoir un bon loyer, mais je ne veux pas avoir plus que ce que j'ai le droit. Donc au final, quand j'arrive à avoir un rendement, on va dire, à 5% locatif à Paris, bah, je vais emprunter à 4% à 15-20 ans. 4,5%, donc c'est assez peu cohérent, il n'y a pas de spread. Avant, dans le cycle, il y a 1 an et demi, j'ai acheté, on en parlait tout à l'heure, des immeubles à 5%, mais j'ai des crédits fixes à 1. J'ai 400 points de base de spread, c'est super. Donc j'en ai pas assez, donc je suis plutôt dans l'achat-vente, de bien repositionner, parce qu'il aurait un DPE défaillant, parce qu'un grand appartement que je peux diviser en 3 lots, ou les changements d'usage, destination, un immeuble de bureau que je transforme en hôtel, un immeuble où je peux faire un étage en plus. Voilà la typologie que je vais faire plutôt d'achat-vente, et je vais essayer de me concentrer sur des gens qui ont besoin de vendre. Alors, il ne faut jamais se réjouir du malheur de quiconque, mais dans le marché baissier, même si les gens ne veulent pas globalement acter de perte, il y a des gens des successions, des mariages, des naissances, des gens qui ont besoin de se reloger, quelqu'un qui a une promotion, quelqu'un qui perd son travail, quelqu'un qui
qui vient de l'étranger. Donc il y a tout le temps, une fois de plus, je dis, on est dans un marché de crise qui a quand même faire 800 000 transactions. Hein, cette année et 2024, voilà. Non mais c'est pas dramatique. Ça. Malheureusement, il y a des agences immobilières qui vont être en difficulté. Il y a même des notaires qui vont devoir licencier des gens, mais c'est dramatique. Les promoteurs se posent des grosses questions, il va y avoir des plans de licenciement et c'est dramatique. Maintenant, en tant qu'opérateur immobilier, il faut être plus présent que jamais dans son sourcing, puisqu'on va pouvoir trouver des opportunités de quelqu'un qui aura, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, nous, il ne faut pas se poser la question, c'est à vendre. Si tu as l'argent au moment où c'est à vendre, tu achètes et tu fais ton business plan et tu espères que les taux d'intérêt vont à un moment donné rebaisser. Alors certainement pas comme on a connu, mais si on dit que le taux d'emprunt aujourd'hui à 20 ans est à 5%, c'est à peu près ce qui se pratique, moi j'anticipe que ça rebaisse à 3% dans 18 mois, 2 ans. Et là, tout le monde est d'accord là-dessus. Le marché va certainement donner un signal que ça peut repartir sur des grandes villes et que ça peut un peu, à un moment donné... Si les prix ont dégonflé, on aura des rendements qui seront supérieurs aussi, donc ça devrait rééquilibrer l'intérêt pour tout le monde. Donc du coup, début d'année, tu accélères la vente, voyant venir la hausse de taux. Comment se poursuivent tes opérations pendant l'année? Quel type d'opération tu vises? Est-ce que tu as continué d'acheter dans l'année ou tu t'es dit cette année, juste on dégraisse? Non, alors pendant toute l'année, de toute façon, entre la décision de mise en vente et l'organisation de la vente, la négociation de la vente, ça prend du temps. On a pu vendre pas mal de choses, et dans le bureau, et dans le logement, mais j'ai pas réussi à exécuter tout mon plan. J'ai un immeuble pas très loin de la Défense que j'aurais voulu vendre, mais j'ai pas pu le vendre, donc je suis obligé de réfléchir à le changer à terme d'affectation. J'ai des appartements, j'en parlais, où pour l'instant j'ai plutôt consolidé mes crédits. Je négocie en ce moment avec les banques des échéances à 1 an ou 2 ans, là où j'arrive en fin de prêt, et bon, les banques, elles commencent à me demander d'amortir un peu là où j'étais totalement en in fine, mais on s'organise. Maintenant, ça fait 1 an que je pense que j'ai le premier au bureau et je parle le dernier. En mode, il faut s'organiser, et tous ceux qui sont organisés, même les plus gros, se sont organisés, et on parle d'une période facile, mais ça va passer parce que c'est organisé. Ceux qui se réveillent maintenant en disant, mince, j'ai pas de fonds propres d'avance. De toute façon, c'est un métier où il ne faut jamais être trop endetté. Okay, donc j'ai organisé, j'étais en train de négocier un gros refinancement. C'était quasiment fait. Au dernier moment, j'ai appelé la banque, j'ai dit si vous n'avez pas l'inconvénient, on ne va pas le faire. Il dit non, je comprends tout à fait. Et puis on a repoussé le problème à plus tard. J'ai rallongé quelques lignes, j'ai beaucoup vendu et on est dans une position plutôt d'acheter et de se dire on va bénéficier des conditions de marché d'aujourd'hui. Et là, par exemple, on devrait acheter la semaine prochaine un immeuble de 2000 m² en plein cœur du Marais. Cette opération, je vais la payer aux alentours de 8 000 € du mètre carré. C'est un immeuble commercial. Il y a un peu d'habitation et beaucoup de commercial, de bureaux, de commerce, très bien placé dans le Marais. Cette opération, ce serait vendu à 10 000, voire 11 000 € du mètre en bloc, tous les jours, il y a 1 an. Donc on a une réelle décote. Et ce que je pense, c'est que les immeubles très bien placés, mais ça peut être valable à Cannes, à Nice, à Lyon et à Paris, c'est un très bon emplacement dans les villes où il y a de la demande. Il y a très peu d'immeubles qui se vendent, donc il y a un vrai phénomène de rareté. Et donc ce bien-là, par contre, l'année dernière, je l'aurais acheté, revendu 6 mois après. Et là, je vais le garder, faire les travaux, le rendre énergétiquement intelligent, et je vais le garder beaucoup plus longtemps et créer de la valeur à terme, dans 4 ans, dans 5 ans, voire peut-être pas le vendre. Du coup, tu garderais en bureau ou changement de destination totale que de l'habitation? En fait, le Marais est un secteur où tu as une énorme demande, une énorme traction pour les deux. Donc tu as énormément de gens qui aimeraient aller dans le Marais, comme ça n'a pas été un quartier conçu pour le bureau. Donc en fait, c'est comme s'il y a beaucoup de jeunes, c'est international, tu as beaucoup de gens qui aimeraient mettre leur bureau. D'un autre côté, tu as beaucoup d'étrangers qui veulent habiter là-bas. Tu as énormément de demandes de Airbnb, tu as énormément de demandes de logements. Donc en fait, c'est des immeubles en plus qui sont assez faciles à travailler. C'est pas vraiment des immeubles haussmanniens, mais c'est de la belle pierre. Ouais, très bien. Donc on peut à peu près tout imaginer. Donc c'est assez agréable de se dire que le logement rapporte à peu près autant que le bureau. Donc ça va aussi dépendre. On discute beaucoup avec les mairies, la mairie de Paris, la mairie d'arrondissement. Donc on va peut-être, étonnamment, aller plutôt dans le sens d'une très belle rénovation parisienne, faire du beau et énergétiquement intelligent, et peut-être plutôt du logement. Peut-être du logement, d'accord. Quand c'est comme ça, tu te dis pas changement de destination, on fait que du Airbnb par exemple? Alors, le Airbnb est très réglementé aujourd'hui. Il faut respecter les règles. Nous, on respecte les règles parce que de toute façon, on est contrôlé. Que, de toute façon, on préfère respecter le cahier des charges de la mairie et ils ne sont pas très favorables aujourd'hui à donner des autorisations de changement de destination. En fait, il y a le changement du PLU de la ville de Paris. Et quand tu fais une demande d'autorisation, ils te répondent ce qu'on appelle, dans beaucoup de cas, le sursis à statuer. C'est-à-dire qu'ils te disent ni oui, ni non, que ça va dépendre
des règles définitives du futur PLU. Moi, je ne peux pas vivre dans l'incertitude. Je préfère, soit ils me disent oui, soit ils me disent non. L'incertitude, je fais soit autre chose, soit du logement, soit du bureau. Je te pose la question parce qu'on a eu récemment un projet qu'on finance d'ailleurs avec notre plateforme de crowdfunding, projet de promotion, enfin de marchand pardon, qui a été fait dans Paris, pas très loin des Champs-Élysées. Changement de destination d'habitation qui était à destiné du commercial pour de la loc Airbnb. Quand j'ai vu le dossier, j'ai été étonné, je dis mais la mairie est d'accord pour ça? Je dis la mairie plutôt l'inverse, changement du commercial vers de l'habitation, ça m'a étonné. Il me dit oui, il y a déjà l'autorisation de la mairie. Tiens, c'est étonnant. Bon, l'autorisation a été faite peut-être en début d'année ou l'année dernière, je sais pas exactement. Non, mais, Donc je me suis dit, tiens, la mairie fait ça et ça va totalement à l'inverse de sa politique, ce qui m'a semblé. Je sais pas toi ce que tu penses de ça, si tu as eu des cas particuliers. On a des cas, nous on a fait un moment, on est un peu, nous on essaye d'aller, là on peut faire donc la création de valeur. Donc à un moment donné, on a eu un cycle exceptionnel, on a acheté des immeubles mixtes dans Paris, de bureaux et de logements, on transformait en tout bureau, et c'était magique, on avait des gens qui nous rachetaient le lendemain avec des marges très importantes. Et on faisait, c'était légal, c'était simple, et la mairie répondait, et on avait exactement, on allait voir les opérateurs sociaux de la ville de Paris, et on compensait la création de bureaux, on compensait avec l'achat de logements sociaux. Bon, les règles, elles ont changé, c'est devenu impossible, voire très difficile. Il y a toujours des cas précis où la ville peut comprendre les enjeux, mais ça ne veut pas la tendance. Les Airbnb, c'est pareil, il y a certains projets qui sont acceptés, beaucoup l'ont été, on a fait un moment donné plein d'Airbnb, ça marche très très bien. Dans la mairie, pour le moment, ils n'en veulent plus, ils ne savent plus trop. Néanmoins, en parlant avec les autorités municipales, moi ce que je leur ai dit, ils étaient plutôt d'accord, ils ne te le diront pas, mais ils sont d'accord. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec les JO sans Airbnb? On sait qu'on a de loin pas assez de chambres d'hôtel. Bah, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus d'Airbnb? Il y a une demande. Donc moi, je ne crois pas qu'il faut dire non à tout. Bon, maintenant, ça renchérit le parc d'Airbnb qu'on avait, par exemple. Donc ce qu'on avait, on le loue encore même plus cher. En fait, les dérives viennent, à mon avis, de règles pas claires ou trop strictes. Donc, à mon avis, une ville comme Paris, on ne peut pas autoriser du Airbnb partout, je le comprends. Maintenant, il ne faut pas dire non à tout. Trop strict, par exemple, par l'encadrement des loyers, on a provoqué cette hausse d'Airbnb. S'il n'y avait pas des encadrements de loyers aussi stricts et des rendements aussi faibles, les investisseurs n'iraient pas chercher de la location courte durée, par exemple. Là, tu as totalement raison, et puis ça crée un autre effet complètement pervers. Pourquoi maintenant tu imposes des règles énergétiques, maintenant dans le pire moment, donc il y a certains appartements que tu ne vas pas pouvoir louer, donc à un moment donné, ça fait des milliers de logements non louables à Paris. Bah, celui qui a vraiment besoin et qui ne trouve pas dans une agence immobilière normale, à court terme, il va prendre un Airbnb, où il y a des situations dramatiques, des gens qui vont payer très cher, et la plateforme, ce genre de plateforme, il y en a qui abusent du système, et tout n'est pas fait. Au contraire, je pense que les opérateurs bien organisés et professionnels, c'est plutôt un plus pour les villes, mais la ville de Strasbourg, c'est pareil, de Lyon, c'est pareil. Ils pensent que Airbnb, c'est dramatique. D'ailleurs, les plateformes de location meublée touristique, il n'y a pas que Airbnb. C'est-à-dire, ça peut venir de beaucoup d'autres plateformes, et si c'est fait de la même manière que les hôtels, ça peut être un complément dans des villes. On parlait du sud de la France, dans le sud de la France, et il y a une attractivité du monde entier pour le sud de la France, mais tant mieux, il faut en bénéficier. La France, le tourisme, c'est quelque chose de très important. 2024, comment tu le vois? Quelles sont tes stratégies, ta vision du marché? Bon, forcément, on reste très prudent, même si on est opportuniste. Hein, notre métier, c'est d'être opportuniste. Donc, à court terme, comme je dis, moi, les taux d'intérêt, pour le moment, en tout cas 2024, je les vois voire monter encore un peu avant peut-être de redescendre. Donc, le patrimonial me semble un peu compromis. Donc, on est un peu inquiet, parce que dans notre patrimoine, on voit beaucoup, je parle de 5 à 10% d'impayés en plus, mais c'est depuis pas longtemps. Sur quel type de ville Mais tout type de ville et surtout tout type de ville. Après, l'inflation générale met en gens des gens en difficulté, que ce soit des commerces ou des particuliers. Et je veux dire, c'est un point qui devrait tous nous inquiéter. Mais celui qui ne paye pas son loyer, la plupart du temps, c'est qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il n'a pas envie de te payer, c'est qu'il a d'autres difficultés. Puis on a un peu mis dans la tête des gens depuis le Covid que le propriétaire, tu peux ne pas le payer. Et d'ailleurs, pendant le Covid, ceux qui avaient le moins de moyens, les plus petits commerçants, sur le logement, on n'a pas eu de problème. Mais les petits commerçants étaient beaucoup plus simples que les grosses enseignes. Et maintenant, dans le logement, il y a certaines personnes, on les relance au téléphone, courrier. Bon, il y en a, très vite, ils se remettent à payer quand ils ont les premières alertes. Mais nous, on parle, on est dans le dialogue. Et certains nous disent, Monsieur Herman, moi, en ce moment, je ne peux pas. Ma priorité, c'est de donner à manger à mes enfants. Mais moi, je comprends 100%. Après, celui qui a acheté récemment un appartement en tant qu'investisseur qui a un crédit, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas payé. Si tu vas dans d'autres pays, tu vas en Suisse, aux États-Unis, celui qui ne paye pas son loyer, il ne va pas être mis dehors le lendemain. Par contre, il va être dans un fichier qui ne lui permettra plus jamais
où pendant très longtemps, toi, avant de louer, tu vas dire, ah oui, défaut de paiement. Christopher a défaut de paiement. Tu dis, bon, bah lui, j'en veux pas. Donc, personne se met en défaut de payer son loyer. Donc, il n'y a pas de raison que le logement... Bizarrement, alors maintenant, pourtant, il y a des difficultés quand même en Suisse. il y a des Peut-être un peu difficultés en moins qu'en Suisse, France, mais il y a aussi mais des ça veut grandes dire qu'en difficultés. tout cas, le loyer est considéré comme payer son électricité. C'est pas une option de ne pas payer son logement. C'est pas une option, sinon t'as des problèmes. Alors, en France, comme il n'y a pas ce genre de choses, bon, il y a des gens qui disent ouais, je peux pas, et ils ne payent pas. Moi, je suis pas là pour juger le pourquoi du comment. À court terme, les hausses d'impayés sont significatives. Et je te parle de 5 à 10%, mais ça fait vite beaucoup. Pour les propriétaires ou pour les gens qui regardent ta chaîne, il faut se préoccuper, notamment si tu as un seul logement et si tu as un crédit, bah, si on ne te paye plus pendant un temps, il faut vraiment se soucier de ça. Après, on fait des relances téléphoniques, amiables, des premiers courriers, et pour l'instant, les gens, une fois qu'ils sont rappelés à l'ordre, ils se remettent à payer. Mais c'est quand même quelque chose qu'on regarde de très près. Donc en 2024, on part du principe qu'on aura des taux qui continuent à monter, des impayés, très difficile d'avoir des autorisations administratives, permis de construire, pour des rénovations. On va se focaliser beaucoup, on continue à travailler très fort sur notre compréhension de comment améliorer les performances énergétiques de nos immeubles et des futures opérations. Ça prend beaucoup de temps, mais toutes nos équipes sont formées, et moi le premier, on va sur place, on parle avec beaucoup de prestataires, et nous on va essayer de tirer notre épingle du jeu sur les rénovations, par exemple des immeubles moitié occupés, moitié vides, parce que beaucoup de gens disent non, mais c'est trop compliqué. Nous au contraire, quand c'est compliqué, c'est très bien. Donc on va aller là-dedans, et en termes d'investissement, on va essayer de bénéficier de, par exemple, les SCPI, donc qui sont des collectes pour certaines, qui ont des problèmes d'expertise quand ils vont devoir vendre vite des immeubles, entre guillemets, qu'on dit pour marchand bien, des immeubles souvent mixtes, avec du logement, du bureau, des commerces, ça attire moins de monde. Bah, nous, on aime beaucoup. Donc les immeubles de centre-ville, de SCPI, on va se positionner. Des propriétaires privés qui, pareil, seront face à des dépenses liées à de la rénovation énergétique, sinon ils ne peuvent pas louer, ils vont se poser des questions. Et on travaille très fort sur tout ce qui est démembrement de propriété. Ça, on achète un immeuble, on fait les travaux, en même temps, on se met d'accord avec un bailleur social, donc ça rentre dans le logement social. On vend au bailleur social, on a fait ça par exemple la régie immobilière de la ville de Paris, et la nue propriété, on la vend à quelqu'un qui lui veut une décote et beaucoup moins de fiscalité, et il reconstitue la pleine propriété dans 20 ans. Prend un sportif de haut niveau, bon, mais il a des très hauts revenus pendant sa carrière, il n'a pas spécialement besoin d'argent, il achète la nue propriété, et à la fin de sa carrière, ou quand il a moins de revenus dans 20 ans, il se retrouve pleinement propriétaire d'un immeuble sur lequel il y a eu une décote, c'est devenu du logement social pendant 20 ans, donc tout le monde est à peu près gagnant. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas cette technicité, en fait, le fait d'acheter la nue propriété au départ, on ne récupère pas les fruits du bien. Hein. Si on démembre le bien, on a d'un côté l'usufruit, d'un côté la nue propriété. Parle l'exemple d'un sportif de haut niveau, souvent gestion de patrimoine, ils vendent beaucoup à des avocats, à des médecins qui n'ont pas besoin de revenus immédiatement. Ils sont déjà très fiscalisés, le fait d'avoir l'usufruit les rendrait encore plus fiscalisés, donc ils veulent juste acheter la nue propriété. En achetant la nue propriété, ils achètent une décote qui leur coûte moins cher en fonction du nombre d'années où ils achètent la nue propriété, du nombre d'années restant avant d'avoir la pleine propriété. Et en général, la pleine propriété arrive quand ils sont à la retraite ou quand ils ont moins de revenus, ce qui fait qu'il n'y a plus le problème de fiscalité. Après, on essaye de travailler, on a un peu moins de bande passante, mais pour les gens qui regardent ta chaîne, les secteurs où des gens peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est des co-living ou tout ce qui est colocation. C'est-à-dire que si tu arrives à mettre plusieurs chambres de bonne qualité... Ils en font beaucoup, ça. Et ça marche très bien. Et ça, là, pour le coup, tu peux bénéficier de la grande demande locative et la colocation et le co-living. Il y a des villes moyennes. Le jour, je parlais à quelqu'un qui dit « moi, j'investis toutes les journées à Saint-Étienne ». Je dis « non, mais il ne faut pas faire ça, les villes moyennes. » C'est la ville la plus rentable de France. Non, mais je dis, mais pourquoi? Mais t'es fou, genre moi, les villes moyennes, je t'explique. Et dire, mais la démographie, elle est bonne. Parce que comme Lyon est devenu trop cher, beaucoup de gens à Saint-Étienne, des écoles, des trucs universitaires. Alors, je dis pas que c'est pas New York, mais là, il y a une attraction liée aux écoles, liée à que ce soit ceux qui peuvent plus venir à Lyon, et la démographie est bonne. Finalement, l'immobilier, c'est la démographie et les taux d'intérêt. Donc, on est dans une situation où les taux d'intérêt sont mauvais, mais la démographie de certains endroits est plutôt bonne. Après, il y en a où tu as les deux qui vont vers le bas. Des rendements à Saint-Étienne, on arrive très vite à 10, 12, voire 15% de rendement sur des petits immeubles. J'ai beaucoup de gens de ma communauté qui achetaient à Saint-Étienne notamment, et souvent on leur rayonnait parce qu'on dit Saint-Étienne. Ah, je pense que c'est très malin. Beaucoup d'impayés, etc. Donc beaucoup de rendements, mais forcément on a des impayés en face. Mais si on sélectionne bien, notamment des bonnes rues, bien liquides, etc., on arrive facilement à du rendement à 9, 10, 12%. Donc alors, il faut on est 3 ou 4, 5% d'intérêt, ça leur change pas énormément finalement. Il ne faut pas sombrer au miroir aux alouettes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai repris il fait plus de Saint-Étienne, je pense que c'est un bon pari. Mais je suis allé quand je suis devenu patron de la boîte familiale, mon père était décédé,
subitement. Donc bon, je me retrouve du jour au lendemain à diriger mes affaires et je vois des immeubles, fruits de l'histoire de la société, dans des villes moyennes, en Lorraine ou en Champagne-Ardenne, par exemple. Une ville comme Sarreguemines, je sais à peine où c'était, c'est en Lorraine, ou Charleville-Mézières. Bon, mais je suis allé voir en me disant, ça a vraiment l'air pas cher, j'ai patrimoine là-bas, qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, structurellement, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas beaucoup d'emplois nouveaux, il y a des projets, mais ils se mettent tellement longtemps, et là, pour le coup, c'est pas la réindustrialisation pour le moment, c'est plutôt les usines qui ferment. Bon, il y a peu d'avenir pour le moment, peut-être que dans 15-20 ans, il y a des projets que si demain on réindustrialise vraiment, c'est quoi, ça peut reprendre, mais à court terme, les perspectives du marché immobilier sont plutôt à la baisse. C'est la démographie. Donc, et tu as des villes moyennes qui, elles, peuvent, comme Saint-Etienne, tirer leur épingle du jeu, et très liées à la proximité de Lyon et au prix trop élevé de Lyon et l'attraction globale de la région lyonnaise. Donc pour 2024, tu crois beaucoup co-living, colocation dans les grandes villes pour bénéficier de la grosse tension locative? Des placements sûrs. Ok. Autre chose que tu vois? À continuer de faire du marchand, tu penses? Alors, il faut, pour les gens qui regardent ta chaîne, je pense qu'il faut se dire que ça va être une période, une très bonne période pour ceux qui ont envie de vraiment travailler. C'est-à-dire aller sur le terrain, multiplier les contacts, le réseau, les agences immobilières, les notaires, les conseillers en gestion de patrimoine, mais être sur le terrain. Moi, j'avais un grand-père, quand il arrivait au bureau, dès qu'il voyait un de ses collaborateurs, il dit « Petit, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, il dit « Je fais la comptabilité. » Il dit « La comptabilité chez l'affaire. Va dehors me trouver une affaire. » Mon père ne faisait pas toujours la comptabilité tout seul. Mais le principe, c'est qu'il faut être 20 heures sur 24 dehors. Il ne faut pas être tellement au bureau, il vaut mieux aller chercher les affaires, mais ça nécessite de comprendre son marché. Donc si tu veux faire du co-living dans le 17e arrondissement, mais toute la journée, même savoir ce qu'a fait ton concurrent, il ne faut surtout pas faut pas dire mince, j'ai raté une affaire, mon concurrent il l'a eu. Au contraire, combien il a payé, pourquoi elle c'est rentable, pourquoi il a eu son financement. Et donc la prochaine affaire, tu sauras exactement jusqu'à où tu peux aller pour que ce soit bien. Donc ça nécessite d'être tout le temps dehors. Et une fois que vous serez tout le temps dehors, vous aurez beaucoup d'opportunités. Elles ne seront pas toutes bonnes, mais à un moment donné, vous tomberez sur celui qui doit vendre. Mais il y a des techniques très simples. Tu me disais, qu'est-ce que peut faire les gens qui regardent la chaîne? Est-ce que vous songez à parler au concierge de tous les immeubles possibles et imaginables? Rentrer dans un immeuble. Je sais qu'il y en a plein qui ne le font pas et c'est des choses qui marchent. Mais tu rentres dans un immeuble, tu demandes à la concierge, l'appartement qui est à vendre m'intéresse. Tu dis, ah oui, celui du 4e étage. Et voilà, tu as une chance de faire une affaire sur le 4e étage de l'appartement. Après, il y a un tas de... on parlait de ceux qui font les diagnostics énergétiques. Et celui qui fait le diagnostic, il sait l'appartement qu'il y a à vendre. Après, c'est son habilité à devenir ami avec lui, lui ramener du business, il t'en ramène. Mais c'est le moment où jamais de prospecter. Et 90% de ce que tu vas trouver, les gens vont dire « je ne suis pas vendeur », ils sont vraiment pas vendeurs. Mais sur les 10% de ceux qui ont besoin de vendre, ou celui qui va convaincre un client de vendre, fera que tu feras on dit que tu feras moins d'affaires cette année, mais tu en feras des meilleures. Après, il faut être en mesure de tenir un peu et surtout de ne pas trop s'endetter. C'est la leçon qu'il faut retenir de ceci. Le marché immobilier est un marché de cycle. Il ne faut pas être étonné. Alors, c'est très étonnant que les financements ont quadruplé. Mais le fait qu'il y ait un retournement de marché, c'est historique. Moi, en 2008, je commençais ma carrière. Je travaillais dans une grosse société cotée en bourse comme junior. Et ils ont vu le marché de la dette d'un coup s'écrouler quand il y a eu la faillite de Lehman Brothers. Et d'autres banques qui ont fait faillite. Ça a été un drame pour certains. Bon, ça a très vite redémarré. Mais il y a eu un cycle immobilier. 2008, un gros cycle. Mon père m'avait parlé de la crise des années 90. Énorme cycle à la baisse. Il y a tout le temps des cycles. Oui, ça fait partie du marché, mais surtout les jeunes, et j'ai pas mal de jeunes qui me regardent, des débutants. Ils démarrent en ce moment, ouais, mais les taux sont hauts, comment on fait à démarrer? Les taux sont hauts, mais les taux, c'était ce qu'il y avait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu faisais des affaires immobilières, j'imagine, et tout le monde en faisait aussi. Donc, ils sont souvent préoccupés par ça, et c'est souvent les nouveaux, tu sais, qui démarrent. Ah, mais les taux sont trop hauts. Mais c'est des gens il y a 5 ans qui disaient, mais le prix de l'immobilier est trop haut. Tu vois, Non, mais celui qui se dit ça, il n'est peut-être pas fait pour faire des affaires immobilières. Donc, il faut être débrouillard au début. Je veux dire, on l'a tous été à un moment donné. Rien n'est acquis. Celui qui est tout en haut, il sera peut-être pas tout en haut toute sa vie. Celui qui est tout en bas, il ne sera pas non plus tout en bas toute sa vie. Donc, tu as des taux qui sont élevés, débrouille-toi. Fais tes preuves à la banque. Commence par une petite affaire, une affaire à l'échelle de ce que tu peux faire. Et bien la deuxième, tu peux viser beaucoup mieux, beaucoup plus grand et plus rentable. Et en gagner plus, il faut, à tout moment de sa vie et du cycle immobilier, on peut faire des affaires. Il y a des besoins. Mon grand-père, il disait... T'inquiète pas dans la vie, il a connu des périodes, il a connu la guerre, il est partir de chez lui du jour au lendemain, il est revenu 5 ans après, il était en danger de mort.
il te disait toujours, il y a 3 besoins qu'il y aura toujours, se loger, se nourrir et se vêtir. Si tu connais un de ces métiers, bah, tu sauras le faire ailleurs et en tout cycle. Donc les gens, ils ont toujours besoin de se loger. Après, il faudra certainement faire différemment. Si tu te réinventes pas tout le temps, bah, tu survis pas en fait. Tout à fait. Ça fera une bonne morale pour les jeunes qui nous regardent, qui démarrent. Donc 2024, on a ça. Si on fait du marchand de biens, tu penses qu'il y a des villes à privilégier, des villes où tu as plus de croyances, tu y crois beaucoup plus sur les 2 prochaines années? Moi, je préfère les villes très établies parce qu'il y a toujours un marché. Donc, les grandes métropoles, que ce soit Paris, Lyon, Nice. Après, il faut regarder en ce moment. Moi, j'adore la ville de Nice. On a décidé d'investir à Nice il y a quelques années. Ça a été un très bon pari parce qu'il y a de plus en plus de monde qui y habite. La ville est. Tu parles depuis le Covid ou même avant encore? Non, ça fait déjà avant, mais on a accéléré depuis sur une ville comme Nice parce que je trouve que le maire faisait du très bon travail, que ça se reflète, que le bord de mer a été refait, que ça fait depuis longtemps qu'on sait que c'est le 2e aéroport de France, donc il y a une attractivité permanente. Les seniors qui sont allés, mais aussi de l'emploi. Donc toute la ville qui est desservie par le tramway, des projets immobiliers d'envergure. Donc la ville, elle marche très bien. Tu as une très bonne vision, c'est une des seules en France qui continue à monter là. Et ça veut dire que et ça devrait continuer à monter. Et on parlait de Cannes. J'ai un de mes amis, il se reconnaîtra peut-être, un gros opérateur immobilier parisien qui habite à Cannes pour des raisons de famille. Il doit habiter la moitié du temps à Cannes pour être avec ses enfants. Il me dit, je suis bon, c'est génial, moi je suis opérateur immobilier, j'ai de l'argent, je vais en profiter pour acheter une plus belle maison. Il dit, mais tu me crois pas, je crois que j'ai vraiment pas de chance, je suis dans la seule ville où ça monte vraiment. Mais vraiment. Ouais, je sais. Et il me dit, bon, bah, j'ai pas de chance, c'est le seul endroit où moi je dois être, c'est la clé ne change rien. Donc, ça veut pas dire, une fois de plus, faut pas que les gens pensent que tout va monter, hein. C'est absolument pas le cas, le marché est plutôt à la baisse. Très bien pour cette vision, et si on devait... S'il y a un secteur, mais après c'est lié à mon groupe, lié au fait que j'y vais de plus en plus pour des raisons personnelles, nous on se développe en Normandie, et pareil, c'est des secteurs qui sont assez privilégiés parce que tu es à, allez, maximum 2 heures en voiture de Paris, enfin pour une partie en tout cas de la côte fleurie. Et effectivement, les gens veulent passer plus de temps à la campagne, mais c'est pas forcément acheter. Ça peut être ça peut être du Airbnb, ça peut être de la location. Le marché, pareil, il change beaucoup. Les jeunes ont moins envie d'être propriétaires. Donc ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à y aller 3 semaines, 1 semaine. Donc les modes de consommation. Mais par contre, les régions attractives, elles se développent. D'accord. Pour finir, si tu devais donner 2 conseils très importants à un jeune qui veut démarrer, jeune ou moins jeune, mais en tout cas quelqu'un qui veut se lancer en ce moment dans du marchand de biens ou de la promotion. Ne surtout pas se démotiver quand une banque dit que qu'il n'est pas solvable. Ne pas se démotiver quand quelqu'un va t'expliquer. Quand tu es à 2 doigts de faire une affaire, quand quelqu'un va t'expliquer que c'est beaucoup trop cher, bah, voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ma première très grosse affaire à Paris, enfin grosse affaire il y a 13 ans, quand j'ai recommencé les affaires de ma famille à Paris, j'ai acheté un gros immeuble dans le 3e arrondissement. Et j'ai un de mes confrères, qui est quelqu'un que je respectais beaucoup, qui m'a dit « Ah là là, t'as acheté trop cher ». Bon, je suis rentré chez moi, j'avais pas le moral. Mais du tout, du tout. Bon, il s'avère que j'ai fait une bonne affaire, et surtout j'ai appris 2 ans après qu'il avait fait une offre au même prix que moi. Donc, ne vous démoralisez pas, c'est quelqu'un... Il y a beaucoup de compétition, et quand on vous dit non, sachez pourquoi vous êtes convaincu que vous voulez le faire, étudiez bien, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on est propriétaire, mais c'est effectivement pas le meilleur timing pour le mass market pour acheter, c'est pas le meilleur moment, mais si vous voulez en faire votre métier, ça va être un moment d'opportunité. Donc j'ai envie de dire, allez-y, mais n'achetez pas le premier produit qu'on vous propose. Visitez-en un maximum, mettez-vous au courant un maximum, regardez la chaîne de Christopher, non mais c'est-à-dire, renseignez-vous, il y a un moyen de nombre de transactions qui sont accessibles aujourd'hui par il n'y a jamais eu autant d'accès à l'information, donc jouez là-dessus pour tirer les bénéfices de votre travail. Bah excellent, on finira là-dessus. Thierry, je te remercie pour ton intervention, Merci je te remercie beaucoup. pour tes conseils. Cher investisseur, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé. On peut échanger, puis entre vous, ça permet d'avoir des visions différentes. Promoteurs marchands de biens, dites-nous votre avis, vos secteurs, vos marchés, comment vous avez vécu la chose, quelles sont vos prévisions aussi pour l'année suivante. Ça permettra de faire une sorte de forum en dessous des commentaires. Et puis voilà, puis donne-moi des idées aussi de sujets que tu voudrais que j'aborde dans les prochaines actus. Je te souhaite une excellente journée, de très bonnes négociations en ce moment, très bonnes affaires, et je te dis à très bientôt. Salut.